Bonjour et bienvenue sur FNOcast, le podcast de la FNO sur les journées de prévention. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Isabelle Goumi. Bonjour Isabelle. Bonjour Elodie. Isabelle, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Avec plaisir. Je suis Isabelle Goumi et je suis orthophoniste. J'exerce à Marseille. Alors, j'ai une activité salariée à l'IRS de Provence. C'est l'Institut régional des jeunes sourds de Provence. Je vais accompagner donc des enfants et des jeunes adultes en situation de déficience auditive. Et j'ai aussi une activité libérale où je reçois des enfants, mais aussi pas mal d'adultes qui ont ce qu'on appelle des surdité acquises. Et puis en parallèle, je suis aussi présidente d'une association de prévention qui s'appelle Prévorto 13. Donc c'est l'association de prévention en orthophonie pour les Bouches-du-Rhône. Et alors, qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler acouphènes, parce que le 14 mars a lieu la 27e JNA, Journée nationale de l'audition. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la JNA, en soi, c'est une association de type loi 1901, dont les objectifs sont la prévention et la diffusion d'informations dans tout le domaine de l'audition. Et là, spécifiquement, donc, on va avoir une JNA qui est consacrée à l'information et au repérage des acouphènes et des troubles de l'audition au sein de la population. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément qu'est-ce qu'un acouphène ? Alors, je vais essayer, mais tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, c'est difficile de se représenter ce que c'est qu'un acouphène. En fait, on pourrait dire que c'est une perception de son, une sensation auditive, mais qui n'est pas causée par un bruit extérieur. En fait, le son va être perçu différemment selon les personnes. Il y a des gens qui vont nous dire ce que je perçois, c'est un bourdonnement, c'est un sifflement, un grincement, une sonnerie, un vrombissement, un gazouillis, un cliquetis. Donc voilà, plein d'appellations que l'on peut entendre. Et le bruit entendu, en fait, il survient soit brutalement, soit à l'occasion d'un événement, un concert bruyant, un épisode de stress. Il peut aussi venir très progressivement. Il est constant ou alors il est intermittent. Il peut être plus intense dans certaines circonstances, dès qu'on est un peu fatigué, dès qu'on est un peu stressé, dès qu'on va bouger la tête, un changement de position peut accentuer cette perception auditive. On va l'apercevoir dans une seule oreille, on peut l'apercevoir dans les deux, et parfois même des gens nous disent qu'ils l'aperçoivent au sommet du crâne. Alors on va se rassurer tout de suite. Avoir des acouphènes de façon épisodique, ça n'a rien d'anormal. Ça d'ailleurs, j'imagine que ça nous est un peu tous arrivé. Mais en fait, c'est la répétition de cette perception auditive, de ce bruit, qui va venir retentir sur la qualité de vie. Et c'est ça qui va inciter à consulter parce que vraiment, les personnes sont en mal-être. L'acouphène, on va l'appeler aigu lorsqu'il est récent et qu'il est présent plusieurs heures par jour. Et puis, il devient chronique s'il persiste plus de 3 mois. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'il existe 2 types d'acouphènes. Donc aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur un type d'acouphène pour cette JNA. Alors, je vais commencer par celui qui nous intéresse le moins, c'est l'acouphène objectif. Il est assez rare, c'est 5% des acouphènes. Et ça, c'est un bruit qui est fait par un organe à l'intérieur du corps. Et un médecin qui va ausculter la personne va pouvoir objectiver ce bruit, va pouvoir l'entendre lui-même. C'est pour ça qu'on parle d'acouphène objectif. Là, il y a des traitements qui peuvent exister pour soulager. La cause, elle peut être recherchée et c'est curatif. Puis on a aussi les acouphènes subjectifs, et ça c'est 95% des cas, et c'est ceux qui nous intéressent particulièrement. Ils sont associés à une maladie de l'oreille, ceux-là. Ils sont uniquement perçus par la personne. Un médecin qui va vouloir écouter ne pourra jamais percevoir ce qu'entend la personne acouphénique, parce qu'il résulte en fait d'anomalies du fonctionnement de la voie auditive. Alors ils peuvent venir à tous les niveaux, soit il y a une difficulté au niveau de l'oreille, soit c'est vraiment plus sur le plan cérébral. Et en fait, face à cette déficience auditive, en fait, cette déformation auditive, le cerveau met en place des mécanismes de compensation qui deviennent complètement aberrants. Il y a des activités anormales qui sont générées sans qu'il y ait de stimulation extérieure, de stimulation auditive extérieure. Et voilà, c'est ça un acouphène, c'est ces bruits désagréables, voire insupportables que la personne va entendre. Et puis voilà, je parle de sons insupportables. Il y a des conséquences aux acouphènes qui sont variables, mais qui peuvent être très graves. Alors souvent, ça peut être juste une simple gêne qui est temporaire, qui est occasionnelle, mais ces bruits peuvent aussi incommoder en permanence la personne et affecter sa qualité de vie, comme je le disais. C'est des personnes qui peuvent avoir des problèmes d'endormissement, qui souffrent d'insomnie, qui ont des difficultés de concentration et de l'anxiété, voire même de la dépression parfois. On a des personnes qui nous disent aussi « ça va, moi je suis plutôt bien, mon acouphène a un peu diminué avec le temps ». Alors, pas forcément qu'il a diminué, c'est que la personne s'y est habituée.
Il existe un phénomène d'habituation en fait chez ces personnes-là. C'est un processus qu'on retrouve. Cette adaptation, elle se fait plus ou moins rapidement. Parfois, ça peut être en quelques mois selon les personnes. En France, on compte aujourd'hui plus de 8 millions de personnes qui souffrent d'acouphènes. Il y a plusieurs raisons qui vont expliquer l'apparition de ces acouphènes et ça touche toutes les tranches d'âge. Il y a plein de facteurs de risque. Alors, la question qu'on entend souvent, je pense que vous l'avez entendu dans vos cabinets, c'est « Oh là là, mes parents ont des acouphènes, est-ce que moi, je vais être touchée ?» Alors, non, pas de façon systématique en tout cas. L'acouphène, ça n'est pas héréditaire. En revanche, il peut y avoir une sensibilité familiale pour tout ce qui est problème d'audition. Et le premier motif, le motif le plus courant de consultation pour un acouphène, c'est le vieillissement auditif, cette pathologie qu'on appelle la presbyacousie, ce qu'on appelle la baisse naturelle de l'audition liée à l'âge. Ça entraîne parfois l'apparition d'acouphènes. Alors, il faut savoir qu'un risque d'acouphène, c'est maximal autour de 65 ans chez les personnes, mais que l'âge moyen d'apparition qu'on retient, c'est environ 47 ans. On peut aussi avoir, on a des acouphènes qui sont associés à des pertes d'audition dans environ 80% des cas, donc c'est pas à négliger si on a un terrain familial de perte auditive. Et puis, alors à l'inverse, on a aussi des acouphènes qui sont associés à une hyperacousie. Une hyperacousie, c'est une sensibilité exacerbée au son. Donc il y a cette sensibilité familiale, et puis, alors ça, on en entend beaucoup parler, mais on ne le répétera jamais assez. Les acouphènes, ils peuvent également apparaître à la suite d'un traumatisme sonore aigu, d'une exposition prolongée à un bruit. Alors ça, on en entend beaucoup parler dans les concerts, mais ce qu'on va pas mettre de côté, c'est toutes les personnes qu'on va pouvoir recevoir ou rencontrer et qui ont dans leur activité professionnelle une exposition sonore très bruyante. Cette agression sonore, elle est pas sans danger pour l'oreille. On se le rappelle, l'oreille, elle ne dispose que d'un nombre limité de cellules sensorielles qui sont auditives, responsables de l'audition. Et ce capital de cellules, il s'appauvrit à chaque agression sonore. La destruction d'une cellule de l'audition, elle est irréversible. Cette cellule, elle ne va pas se régénérer. Des acouphènes, ils peuvent être aussi la conséquence d'une pathologie. Alors, soit une pathologie ORL, une obstruction du canal auditif, un corps étranger dans l'oreille, une otite. Alors, soit des maladies de l'oreille dont on entend parler, comme la maladie de Ménière ou l'autospongiose. Ça peut être aussi des maladies qui ne sont pas forcément ORL, comme un traumatisme crânien, comme un traumatisme psychologique, un choc émotionnel ou une phase de stress. Et dans près de 40% des cas, malheureusement, la cause des acouphènes dont va souffrir notre patient acouphénique, elle est inconnue. Cette apparition, elle est spontanée et elle n'est pas reliée à une cause spécifique. Isabelle, est-ce que tu peux nous donner des petits conseils de prévention au sujet des acouphènes qu'on va pouvoir donner à nos patients ? Oui, bien sûr. Alors là, il y a pas mal de bons réflexes à appliquer, des conseils qu'on peut donner pour pouvoir prévenir l'apparition de ces acouphènes. L'idée, en fait, c'est de réduire le risque qui est lié au traumatisme sonore. Alors, on va les encourager à pondérer les expositions sonores. Donc, ça ne veut pas dire arrêter complètement, d'accord ? Mais c'est une question d'équilibre. Plus on écoute des sons forts, plus on va laisser du temps à ses oreilles pour se reposer. Alors, par exemple, ce qu'on peut inviter à faire, c'est lors d'un concert, faire des pauses régulièrement dans un endroit un peu plus calme. Alors, le repère, c'est 15 minutes toutes les heures. Évidemment, s'éloigner des enceintes, ne pas oublier ses bouchons d'oreille, le casque anti-bruit. Tout ça, c'est des conseils qui permettent de se préserver sur le plan auditif. Alors, en cas d'utilisation d'écouteurs ou de casques, ça c'est pareil, on l'a tous fait, on peut favoriser en fait les casques avec réducteur de bruit et régler le volume à la moitié du maximum possible. Alors, le petit repère, c'est de se dire que si nos voisins sont capables d'entendre ce qu'on est en train d'écouter, la musique est beaucoup trop forte, d'accord ? On va réduire le son pour un peu préserver sa santé auditive. Le repère à avoir à l'esprit, c'est que au-delà de 8 heures d'exposition prolongée à 80 décibels, l'intensité 80 décibels, l'audition est mise en danger. Pour donner un repère, 80 décibels, c'est le bruit d'un aspirateur. C'est le bruit des travaux dans la rue, d'accord ? Donc, une exposition sonore dans le cadre professionnel ou dans le cadre de travaux quotidiens peut s'avérer délétère, en fait, parce que 8 heures, c'est pas si long que ça. On peut essayer de prévenir l'apparition des bouchons de cérumen. On va bannir l'usage des cotons-tiges qui peuvent vraiment générer ces bouchons de cérumen. On privilégie plutôt un lavement à l'eau tiède quand on est sous la douche et en pensant à bien sécher l'oreille externe avec un tissu une fois la toilette terminée. Il y a aussi des activités sportives qui sont à pratiquer avec modération si on est en situation de fragilité auditive. Alors à savoir par exemple la plongée, le ski, l'alpinisme, le parachutisme, ce sont des sports où le tympan est soumis à des variations de pression, ce qu'on appelle les barotraumatismes. Donc si on a une sensibilité particulière, on va essayer de limiter ces pratiques-là.
Il y a aussi des listes de médicaments qui peuvent endommager l'audition et agir sur la fréquence et l'intensité des acouphènes. Donc voilà, si on a une sensibilité familiale, si on souffre d'acouphènes, ne pas hésiter à en parler à son médecin parce que il y a des antibiotiques par exemple, qui peuvent soulager mais qui peuvent être délétères d'un autre côté. Et puis enfin, voilà, on prend en main sa santé auditive, on teste son audition régulièrement, parce qu'on le rappelle, 80% de patients qui ont une perte auditive souffrent d'acouphènes. Et si j'ai un patient qui se plaint d'un acouphène, alors qu'au départ il vient pas pour ça, qu'est-ce que je peux faire en fait? Il y a plein de choses qu'on peut faire en tant qu'orthophoniste, même si c'est pas la demande initiale, la demande principale de prise en soin de notre patient. En tant qu'orthophoniste, et on a l'habitude de le faire, on peut intervenir à plusieurs niveaux, que ça soit sur un plan préventif, dans l'apport de conseils, en orientant vers des professionnels ou en étant dans le soin même de ces symptômes. Voilà, par exemple, donc discuter des symptômes, discuter des difficultés pour les patients, c'est vraiment indispensable et déjà c'est une première entrée en matière. On l'a vu tout à l'heure, il y a un caractère permanent à l'acouphène, mais il y a aussi des situations où l'acouphène ne va pas s'installer véritablement. Donc décrire, expliquer l'acouphène, c'est une première étape et ça peut rassurer déjà. On peut aussi renvoyer vers des professionnels. Alors on peut renvoyer, moi j'aime beaucoup faire ça, les patients comme les professionnels, l'entourage, je les renvoie vers le site Allo Ortho. Un site fait par des orthophonistes, pour des orthophonistes, mais pas que, aussi pour le grand public, avec des conseils vraiment accessibles, des fiches aussi qui peuvent être imprimées, voilà. L'information, en fait, elle peut débuter avant même qu'il y ait une plainte. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire en tant qu'orthophoniste et qu'on a même l'habitude de faire au quotidien. Donc, même si l'acouphène n'est pas la demande initiale et principale de la prise en soin, en tant qu'orthophoniste, nous pouvons intervenir à plusieurs niveaux. Alors que ça soit sur le plan préventif, dans l'apport de conseils, en orientant vers des professionnels ou en étant dans le soin même des symptômes reliés à l'acouphène. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est déjà discuter de ces symptômes et des difficultés ressenties. C'est hyper important. On l'a vu, il y a un caractère permanent à l'acouphène, mais il y a aussi des situations où en fait l'acouphène ne va pas s'installer véritablement. Donc décrire, expliquer l'acouphène, c'est une première étape qui va énormément rassurer. L'information en fait, elle peut débuter avant même qu'il y ait une véritable plainte. Et puis les acouphènes, ça touche la cognition dans plusieurs modalités. Les temps de réaction, les temps de traitement, l'attention, qu'elle soit sélective, soutenue, partagée, le contrôle exécutif, la concentration, la mémoire, notamment la mémoire de travail, le langage, notamment la compréhension de la parole dans le bruit, l'identification des émotions. Voilà, tout ça, c'est des domaines qu'on connaît très très bien. Donc les sujets acouphéniques, ils présentent des troubles de l'audition, qu'elles soient auditives comme visuelles. La baisse de la compréhension de la parole, notamment dans le bruit, c'est la conséquence de la perte auditive s'il y en a une, mais c'est aussi la conséquence d'un trouble qui est plus central. C'est tout le cerveau en fait qui se réorganise autour de l'acouphène. Donc en tant qu'orthophoniste, on peut évaluer cette répercussion subjective des acouphènes sur la cognition à l'aide d'auto-questionnaires. On pourrait en citer un, ça serait l'APSA par exemple, mais on en connaît. On peut associer ça à des évaluations objectives qu'on pratique classiquement en orthophonie, donc pour tester attention auditive, visuelle, soutenue, partagée, la double tâche, etc. Tout ce que je citais. Et puis ensuite en rééducation, on va pouvoir proposer des exercices sur ces différents points. Des exercices qui seront associés aux exercices d'entraînement auditif dans le silence et dans le bruit et au développement de la lecture labiale quand on est dans le cas d'intelligibilité réduite de la parole. Voilà. Alors, un conseil de lecture pour ceux qui voudraient aller plus loin. Le livre Surdité de l'enfant et de l'adulte, bilan et intervention orthophonique, qui est sorti aux éditions de Bug il y a quelques années. C'est vraiment une mine d'or, ce livre. Il est très bien fait et il y a un chapitre sur les acouphènes très bien documenté par Émilie Ernst. Merci pour tous ces bons conseils, Isabelle. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des traitements curatifs? Alors non, il n'existe pas de traitement curatif à ce jour, mais un soulagement est possible et il va pouvoir améliorer le vécu des patients acouphéniques. Alors il y a ce qu'on appelle des thérapies cognitivo-comportementales. On peut aiguiller nos patients acouphéniques vers ces thérapeutes-là. Donc on peut parler, il y a différents types de relaxation, l'hypnose, la sophrologie, la méditation en pleine conscience. On peut orienter vers un ostéopathe aussi. En cas d'anxiété, en cas de dépression, on va pouvoir orienter vers une prise en charge psychiatrique ou psychologique, par la prescription de médicaments comme des anxiolytiques ou des antidépresseurs qui peuvent se révéler véritablement utiles parce qu'ils vont réduire les scores de dépression et d'anxiété et donc l'intensité des acouphènes et la gêne associée s'en trouve diminuée. C'est prouvé. Alors on peut aussi orienter nos patients acouphéniques vers des associations qui sont très bien faites. Donc il y a l'association France Acouphènes,
Pareil, on mettra la référence à la fin de ce podcast. C'est une association animée par des bénévoles et qui va proposer des groupes de parole, des entretiens individuels. Il y a un forum de discussion, il y a une ligne d'écoute. On peut les contacter par mail. En cas de déficience auditive, ça se révèle très utile. Il y a aussi l'AFREPA, Association francophone des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie, pour les patients qui voudraient bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire avec au minimum ORL, audioprothésiste et psychothérapeute. Ça peut permettre aux patients de trouver les professionnels ressources. On va se dire, on a vu qu'il y avait souvent une perte auditive associée à cet acouphène. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un acouphène qu'on va forcément porter un appareil auditif, non. Mais du coup, on peut quand même se dire que le recours à un appareil avec masqueur d'acouphène, c'est quelque chose qui peut être envisagé dans le cadre de perte auditive. C'est des prothèses auditives qui vont émettre un bruit de fond assez modéré, mais qui va masquer l'acouphène et qui en limite la perception. On vient de le dire, il n'y a pas de remède sûr et efficace, mais l'usage d'aide auditive pour les personnes qui sont devenues malentendantes, elle va soulager les acouphènes. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, surtout dans le cas où les acouphènes sont apparus en même temps que la perte auditive et où, dans certains cas, les acouphènes se révèlent particulièrement gênants. Si la perte d'audition, elle est importante, on peut même poser un implant cochléaire. C'est des patients qui pourront être implantés sans souci. L'idée, en fait, quand il y a un déficit avéré, mettre une aide auditive, ça permet le plus souvent d'améliorer l'audition, de détourner le patient de ses acouphènes, et réhabiliter l'audition, ça permet de mieux percevoir l'environnement sonore et donc de masquer ce bruit qui serait un bruit fantôme. Merci Isabelle pour toutes ces informations. On a une dernière petite ressource, c'est un lien YouTube pour avoir une illustration de tous les types d'acouphènes qu'on mettra en référence à la fin du podcast. Merci Isabelle, à bientôt. À bientôt et prenez soin de vos oreilles.